Bonjour et bienvenue dans ce bilan culturel du mois de juillet 2026, tourné en vitesse avant de partir en vacances pour qu'il soit posté dans les temps et pas mi-août. Pardon, mais si ça c'est pas de l'organisation et du progrès par rapport au bilan du mois de mai qui a été posté début juillet, bref. Juillet, pas mal de cinoches. J'ai commencé le mois de juillet avec In Waves, l'adaptation du roman graphique de Eiji Dungo. AJ, AJ. Je l'ai trouvé brillantissime. J'ai adoré l'animation, j'ai adoré les couleurs, j'ai adoré le ton, j'ai adoré la musique. Dans la forme, je l'ai trouvé vraiment magnifique. J'ai trouvé que c'était une adaptation très réussie, puisqu'en réalité, il n'était pas évident dans un roman graphique qui est donc autobiographique, qui raconte une histoire que la personne qui l'écrit a vécue, avec très peu de texte en réalité, si on se souvient bien, dans le roman graphique, et avec lui, du coup, sa parole d'auteur, à la fois personnage, mais aussi auteur. Et donc j'ai trouvé ça très très bien adapté, la façon dont le récit, la narration a été retravaillée pour que ça fonctionne dans un long métrage d'animation où on voit le personnage, donc auteur, vivre sa vie. J'ai trouvé ça très réussi et surtout ça m'a vraiment replongé dans un état émotionnel qui a été le même que celui que lorsque j'avais lu le roman graphique qui m'a vraiment bouleversée, pris aux tripes. J'en avais mais pleuré pendant longtemps après et là ça m'a remis à travers l'image dans exactement le même état émotionnel et je dois dire que je m'attendais pas à ça parce que je me souviens que ça avait été hyper intense in Waves, genre des années après quand j'en reparle, quand j'y repense, etc. C'est vraiment quelque chose qui est resté avec moi et je pensais vraiment pas pouvoir retrouver cet état de la première fois et en fait si, complètement. Ensuite j'ai vu Toy Story 5 que j'ai trouvé très réussi. Je garde pas un souvenir super du 4, mais en vrai, je crois que j'en ai pas de souvenir trop du tout. Mais là, le 5, j'ai trouvé trop bien. Ça m'a vraiment fait trop plaisir de retrouver les personnages, l'univers, l'animation, quoi. Pixar, Toy Story, c'est un univers que j'adore, qui a bercé mon enfance, évidemment. Et donc là, j'ai trouvé que c'était vraiment réussi. Bon, après, le discours, il est pas révolutionnaire, mais je trouve qu'il est bien porté, bien tenu. C'est pas non plus trop moralisateur et tout. Enfin, je sais pas, je l'ai vraiment trouvé réussi. J'étais trop contente en ressortant de la salle. Ensuite, j'ai vu Jim. Je peux parler? Ensuite, j'ai vu Jim Queen. Et alors là, je ne sais pas si c'est moi qui suis... Oui, enfin de toute évidence, puisque beaucoup de personnes ont aimé ce film, ou en tout cas même pour les personnes qui ne l'ont pas adoré et qui en font pas des retours dithyrambiques, l'aspect humour et tout est quand même vachement mis en avant, en valeur. Ça ne m'a pas du tout fait rire. Donc je pense que je suis juste aigrie. Moi, cet humour potache, satirique, ne m'a pas, mais vraiment pas fait rire. Alors oui, il y a des moments où je suis en mode... marrant. Genre, mais je n'ai pas ri à gorge déployée à aucun moment. Vraiment, ça ne m'a pas fait rire. Je n'ai pas du tout été réceptive à cet humour. Donc j'ai l'impression d'être passée un petit peu à côté du film. On ne s'entend plus penser. Ouais, j'ai l'impression d'être passée un peu à côté du film. Enfin, juste, il m'a pas fait rire. Du coup, vu que tout repose quand même sur l'humour, la satire, ce truc un peu, ouais, potache, et que ça m'a pas fait rire, bah forcément, j'ai pas aimé le film. Après, les couleurs, genre la gamme chromatique, je l'ai trouvée magnifique, j'ai adoré. Par contre, j'ai pas du tout aimé l'animation. En fait, c'est aussi ce trait, genre cette animation-là d'animation pour adultes. En fait, pour moi, ça va avec ce type d'humour, je l'associe aisément à ce type d'animation. Et c'est des choses qui ne me plaisent pas, genre ça me give un peu Rick et Morty et tout, et c'est pas du tout de l'animation et de l'humour qui me fait rire et qui me plaît. Donc je n'ai pas aimé Jim Queen. Ensuite, j'ai vu Miss Mermaid de Pauline Brunet et Marion Verlet. Je suis allée le voir parce que c'est Aloïs Sauvage, la personnage principale. Voilà, le film était chouette. C'est pas le film de l'année, je suis pas sûre de m'en souvenir toute ma vie. Je suis allée le voir pour Aloïs Sauvage. Et très honnêtement, j'ai vu Jim Queen et Miss Mermaid quasiment dans la foulée. Et en fait, j'ai largement passé un meilleur moment devant Miss Mermaid que devant Jim Queen. Alors c'est incomparable hein, comme film. Mais voilà, c'est pas un film exceptionnel, mais n'empêche que j'ai passé un bon moment. Ensuite, j'ai vu Notre histoire chronique du Caire. Coup de cœur absolu. J'ai adoré ce film. C'est l'histoire d'une famille égyptienne et d'un des fils de cette famille qui correspond à distance avec une jeune femme autrichienne et ils finissent par se rencontrer, etc. Et j'ai adoré ce que ça raconte de l'Égypte, de cette Égypte, du contexte politique, géopolitique ultra compliqué, de tous les événements très peu joyeux qui se déroulent, mais qui sont présentés avec beaucoup d'humour, qui là, cette fois, est un humour qui me fait rire. Et surtout, je trouve que ça respire la vie, l'humanité, le collectif. Et en fait, j'ai l'impression que ça retranscrit vraiment les rues
de l'Égypte, les rues du Maghreb et les rues du Levant et cette vie collective et cette énergie, vraiment, j'ai trouvé que l'énergie qui se dégageait du film, elle était folle. C'est joyeux, c'est bruyant, il y a du bruit tout le temps, il y en a dans tous les sens. Et moi, c'est vraiment un- une énergie à laquelle je m'identifie assez aisément. Et en termes de représentation, de moi, ce que ça me raconte, je trouve ça trop cool. J'ai l'impression de. Enfin, ouais, je suis en mode, ah ouais, ça pourrait carrément être un événement de famille, ça pourrait carrément être un samedi après-midi chez moi quand j'étais petite. Enfin, c'est vraiment, il y a un truc qui m'a tenu, qui m'a capté, que j'ai trouvé brillantissime dans l'énergie qui se dégage du film. Et je trouve ça fou de retranscrire ce type d'énergie à travers de l'image, quoi. Et vraiment coup de cœur absolu. Et après, sur ce que ça raconte aussi, de difficile et de moins réjouissant, c'est hyper important, hyper intéressant. Et ouais, cette vie de famille, c'est vraiment une tranche de vie, quoi. C'est ouais, chronique du Caire, notre histoire. C'est des petites chroniques, des tranches de vie de cette famille. Euh, C'était super à aller voir, absolument. Je suis pas sûre qu'ils soient encore en salle, mais à voir, même si c'est pas en salle. Ensuite, j'ai vu Backroom, The Backrooms, je pourrais faire un effort, bref, de Ken Parsons. J'ai fait une petite sieste au début. J'avoue que sur la première... En fait, non. Il y a eu le début, où j'étais un peu genre... En fait, si tout le film, c'est du POV avec des respirations fortes, hyper anxiogènes, en fait, la vie est suffisamment anxiogène pour que je me tape 1h45 de film, je sais pas combien de temps il dure, comme ça. Vraiment, sur les 6-7 premières minutes, je suis en mode... En fait, peut-être que je vais pas rester. Et en fait, c'est pas ça pendant tout le film. Donc c'est cool. Donc après, ça déroule sur d'autres choses. Après, il y a la première exploration de notre personnage principal qui découvre la backroom pour la première fois. Je pense que pour la première ou la deuxième fois, je me suis un peu endormie, j'avoue. Au début du film, j'ai un peu piqué du nez. Mais après, une fois que j'étais reposée, que j'ai fait une petite sieste, je suis vachement rentrée dedans. J'ai trouvé que l'esthétique était super et au-delà de l'esthétique, de l'image, de la lumière, des couleurs et tout, j'ai trouvé que la réalisation et la façon de filmer étaient vraiment trop réussies. Justement, c'est pas que ce truc caméra épaule, pauvre, angoisse, en attente d'un potentiel jumpscare, etc. J'ai trouvé ça vraiment très réussi. Comment c'est filmé dans les backrooms, comment c'est filmé en dehors, ce que ça, voilà, comment les choses sont construites. J'ai trouvé que, en termes de réalisation et de logique euh, esthétique dans la forme, etc., c'était ultra réussi. Cependant, d'un point de vue narratif, il y a quand même des énormes lacunes sur ce que ça raconte. Euh, Et notamment, en fait, à la fois la fin, je suis un peu genre, en fait, pourquoi je comprends qu'on n'aille pas au bout du dénouement parce que ça serait trop en dire sur les backrooms qui ont vocation à rester quelque chose de profondément mystérieux, c'est le concept. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'on nous en raconte autant? Tout est hyper capillotracté. Voilà, en termes de narration, c'est pas zinzin. Et en même temps, ça ne m'a pas empêché de trouver le film super parce que j'étais pas là vraiment pour une trame narrative. Et en même temps, je peux pas m'empêcher de me dire que si la narration avait été plus léchée, ça aurait pu en faire un film vraiment ultra brillantissime et vraiment que j'aurais pu trouver exceptionnel peut-être s'il y avait eu en plus cet aspect narratif qui m'avait convaincu. Voilà, mais en tout cas c'était une très agréable surprise ce film. Ensuite j'ai vu L'Odyssée de Christopher Nolan. L'Odyssée, je pense que je vais dédier une vidéo entière à un avis un peu long sur l'Odyssée, mais pour en dire quelques mots, moi j'adore cette histoire, j'adore la mythologie grecque, j'adore l'Iliade et l'Odyssée, j'adore ce récit, enfin surtout l'Odyssée parce que l'Iliade on se fait un peu yèche. Quoi, sauf au début. Bref, j'adore ce récit, j'adore cette histoire. Donc là, c'est un film énorme, blockbuster. Il y a de l'action, c'est ultra bruyant, ça va dans tous les sens, c'est grandiose, c'est iconique, c'est une épopée, un véritable péplum gigantissime. C'est du grand cinéma. Le casting, qui est un casting à grosse tête d'affiche, fonctionne très bien. Les gens sont bons et bonnes, c'est pas juste des têtes, je trouve. C'est Le film m'a satisfaite à mon endroit de waouh. J'ai été waouh. J'ai été waouh. Même si je trouve, j'ai pas été particulièrement transcendée par l'image. Sorry. Mais voilà, j'ai été waouh parce que c'est grandiose, parce que c'est du grand cinéma et que c'est une grande épopée qui est, voilà, qui est bien racontée. Ensuite, j'ai adoré le parti pris de Nolan de ce qu'il nous dit de la guerre de Troie. Mais ça, je déroulerai dans une autre vidéo. En gros, j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de défauts, de lacunes, de choses qui m'ont dérangé que je déroulerai dans une autre vidéo. Et en conclusion, je dois dire que je n'ai pas été transcendée. Ça m'a pas retourné l'estomac.
Et je crois que je m'attendais à ce que ça soit un film qui ait tout le potentiel pour bouleverser vraiment mon regard de spectatrice, mon rapport au cinéma et mon regard à la fois d'un point de vue narratif et d'un point de vue esthétique cinématographique. Et ça n'a pas du tout été ce genre de révélation de cinéma. Et en même temps, ça n'en fait pas un mauvais film. Mais voilà, ça m'a pas profondément bouleversée, transcendée. J'ai passé un très bon moment. Et plein de choses à en dire, mais que je vais pas dérouler ici, déjà parce que j'ai pas le temps là tout de suite maintenant, et parce que sinon ça serait beaucoup trop long pour un bilan juillet. Enfin bref, on fera une vidéo dédiée 4 fois qu'on le dit. Ensuite, j'ai vu, moi, Daniel Blake de Ken Loach, dans ma quête de regarder un certain nombre de palmes d'or avant la fin de l'année. Je suis extrêmement en retard sur tous mes objectifs de nombre de films et de palmes d'or et de machin de trucs, c'est une catastrophe. Faudrait que je rattrape ça à la rentrée. Bref, moi Daniel Blake, je le regardais un peu neutre parce qu'il fait partie de ma liste et que je la déroule chronologiquement à peu près. J'ai été, voilà, il m'a cueilli ce film à un endroit où je ne l'attendais pas du tout. J'ai été très touchée, assez bouleversée par ses récits de vie. C'est vraiment une tranche de vie de deux personnes, deux destins, deux existences ultra précaires qui se rencontrent et qui se sauvent et cèdent quand un système administratif supposé leur venir en aide les abandonne et échoue à pouvoir les aider. Et j'ai trouvé ça vraiment hyper touchant et j'ai adoré. Voilà. Ensuite, j'ai vu Le Passage de Brent Anderson, qui est l'histoire de même chose, 4 récits, pas du tout même chose, rien à voir, mais des récits qui se rencontrent, 4 histoires qui se rencontrent autour d'une traversée, enfin en tout cas de réfugiés syriens, syriennes qui cherchent à quitter la Syrie. Le film est très réussi, je trouve qu'il traite très bien son sujet, ce qui n'est jamais évident sur ce type de thématique. Toutefois, je dois dire que je l'ai vu en version française, et là j'ai honte de le dire, mais je me dois de me confesser. Ça a gâché ma perception du film. Je suis convaincue que j'ai manqué 90% de l'émotion qu'aurait pu me transmettre ce film si je l'avais eu en langue originale, parce que j'ai du mal à me dire que je peux recevoir un récit d'histoire syrienne sans entendre d'arabe. Je ne peux pas me situer en Turquie sans entendre de turc. Je ne peux pas être dans un hôpital aux États-Unis sans entendre d'anglais avec l'accent américain. Enfin, voilà, il y a un truc qui m'a dérangée et en fait, ça me contrarie parce que je connais toute la valeur de la version française. Je sais l'importance que ça a. Ça fait exister tous les métiers relatifs au doublage. Ça rend le cinéma beaucoup plus accessible à toutes les personnes qui sont pas en mesure de comprendre une langue étrangère et de lire des sous-titres en même temps. Enfin, évidemment, la VF, c'est ultra précieux et c'est génial qu'on ait un cinéma en France qui permette que ça existe, c'est hyper important. Mais du coup, je me sens tellement mal et snob de détester autant la version française. Je ne peux pas. La VF, le doublage, je déteste. J'aime pas. Je trouve que les voix, j'aime pas comment les voix sont faites. J'aime pas entendre autre chose que ce que je vois sur les lèvres des personnages. Je peux pas. Je n'arrive pas. Je supporte pas la version française. Et j'ai l'impression que c'est une forme de snobisme et donc ça m'énerve. Mais voilà, je me confesse ici aujourd'hui. Peut-être qu'il faudrait que je travaille là-dessus. Peut-être que je travaillerai là-dessus. Ou pas, on verra. Voilà. En tout cas pour Le Passage, qui est un film important à voir, mais dont j'ai pas pu tirer tout le sens et pour moi l'intérêt, parce que pas vu dans l'est en l'occurrence, qu'en plus c'est une multitude de langues dans ce film, bref, original. Ensuite, j'ai clôturé l'aventure Heartstopper avec d'une part la saison 3 que je n'avais toujours pas regardée et le long métrage final qui est sorti là il y a pas longtemps. Je trouve ça vraiment toujours fou que cette série existe, que ce modèle existe pour les jeunes gens, de modèle de jeunesse queer, d'adolescence qui est pour moi bien calibré et réel au regard de ces gens qui sont des jeunes gens de 15 à 17 ans et qui ont des existences crédibles de gens de 15 à 17 ans auxquels on peut vraiment relate en tant que jeune personne. Genre, je suis en train de faire le rewatch d'Euphoria en parallèle, autant dire que voilà, rien à voir. Pourtant, on est sur des tranches d'âge sensiblement les mêmes. Complètement les mêmes en fait. Voilà, je trouve que le sujet des troubles du comportement alimentaire est super bien abordé. L'axe qui est pris. Enfin voilà, après c'est de toute façon ce qui est pertinent dans le roman graphique d'Alice Oseman, hein, mais voilà, je trouve que c'est bien mis en place. Alors Stopper, c'est jamais du grand cinéma, mais j'ai envie de dire, moi je suis pas là pour ça. Ça fonctionne. Ça fonctionne, je trouve que ça fait du bien. De voir, parce que pendant un moment je me disais ouais mais c'est quand même gros ce groupe de potes où tout le monde est queer, enfin personne n'est hétéro, c'est quand même un peu too much. Bah en fait pas tant, c'est juste qu'en tant que personne, les gens que tu rencontres c'est des gens avec qui tu peux être
entendu, compris. Enfin, c'est ça aussi faire communauté, c'est de se retrouver dans des espaces de sociabilité, d'amour, qu'ils soient amoureux ou amicaux, de gens qui te ressemblent, qui te comprennent, qui sont comme toi, avec qui il est facile d'exister, de coexister. Et donc ça fait sens en fait, et je trouve ça trop bien. Quand je pense que moi j'ai grandi avec pour modèle Pretty Little Liars, je me dis c'est quand même ultra précieux que Heartstopper existe sur Netflix. Et je trouve que c'est bien fichu, enfin je trouve que les discours ils sont... C'est toujours un peu... En fait, à la fois, parfois, je me dis, ouais, c'est un peu mielleux, c'est un peu cucu les petits oiseaux. Et en vrai, pas tant, ils font face à des problématiques parfois graves, qui sont traitées dans toute leur gravité, qui sont pas minimisées. Les discours, ok, c'est ultra woke, c'est ultra bienveillant, c'est ultra safe. Bah oui, parce qu'en fait, ça montre que cette existence, enfin, que ces choses-là existent et que c'est à ça qu'il faut aspirer en tant que jeune personne, c'est à des espaces safe, des gens avec qui on est en sécurité, des gens avec qui on peut communiquer. Et oui, c'est toujours too much quand dans le couple ils sont dans des ultra formes de communication, mais en fait c'est ça qu'il faut souhaiter en tant que jeune personne, et je trouve que c'est trop bien comme modèle. Bref, j'ai dit pendant 4 minutes la même chose, mais tout ça pour dire Heartstopper c'est super. Et peut-être que ma vie n'aurait pas, mon adolescence n'aurait pas été la même si j'avais grandi avec Heartstopper plutôt qu'avec Pretty Little Liars. J'ai lu, enfin terminé parce que je le lis depuis maintenant, je pense, plus de 6 mois, Orlando de Virginia Woolf. Je ne pensais pas y arriver, mais je l'ai terminé. Et bah, je crois que je sais pas trop quoi en dire après y avoir passé 6 mois. Déjà, forcément, une lecture qui s'étale, c'est pas la même chose qu'une lecture qu'on arrive à lire d'un coup. J'ai eu du mal avec l'écriture, avec le rythme. En fait, les chapitres sont très longs parce que les paragraphes sont très longs, parce que les phrases sont très longues. J'ai pas, voilà, ça n'a pas été fluide et simple pour moi comme lecture et comme écriture. Euh, je peux facilement imaginer à quel point la sortie de ce livre en 1928 a dû faire événement, parce que le discours que Virginia Woolf tient sur les dynamiques de genre, sur les représentations, les expressions de genre et les dynamiques femmes-hommes, bon c'est hyper binaire, mais voilà, je trouve que c'est quand même assez fou de se dire que ce livre est sorti en 1928 et qu'il a eu un succès monumental en 1928 à sa sortie. Je trouve ça zinzin. Après, je dois dire que moi, en tant que femme cisgenre qui le lit en 2026, ça n'a pas révolutionné mon regard sur les questions de genre ou sur quoi que ce soit. Je peux imaginer que pour 1928, c'est une dinguerie. En revanche, moi, ça ne m'a pas bouleversée. Mais je suis contente d'en être venue à bout. Parce que voilà, je m'étais dit, si je le termine pas en juillet, je l'arrête. Et enfin, j'ai lu Les Histrioniques, qui est la pièce de théâtre du collectif MeToo Théâtre. C'est une pièce que moi j'ai découvert à Avignon il y a un an, en 2025. J'avais acheté le texte de la pièce à Avignon. Et là, je suis replongée dedans. Je ne l'avais jamais lu depuis. Et là, je l'ai relu. Et en fait, je ne lis jamais de théâtre, de manière générale. Et là, de lire du théâtre d'une pièce que j'ai vue, j'ai trouvé ça brillantissime comme expérience. En fait, j'ai trouvé super de replonger dans une pièce que j'ai adorée, du coup de remobiliser ma mémoire et mes souvenirs de mise en scène et de moments vécus vivants. Et en même temps, ça me permet de me concentrer sur le texte, sur l'écriture théâtrale et sur les mots choisis, dans quel ordre, comment sont construites les phrases, comment est construit le récit. Parce qu'en fait, les mots, ils nous parviennent quand on le vit, mais il n'y a pas que ça, il y a tellement d'informations qui nous parviennent que c'est un vécu global. Et là, de se reconcentrer sur le texte théâtral, parce qu'en fait, le théâtre, c'est quand même aussi ça, c'est des mots, c'est du texte, c'est une écriture, et ben j'ai trouvé ça super, et ça m'a juste confirmé que le travail que les filles du collectif ont fait sur cette pièce est brillantissime, parce qu'en fait l'écriture elle est brillante, et franchement merci à MeToo Théâtre pour cette pièce et pour tout le reste de ce qu'elles font en permanence depuis des années maintenant et que s'en prennent plein la gueule depuis des années maintenant. C'est brillant, et ça m'a fait vraiment du bien et plaisir de replonger là-dedans. Et voilà pour le mois de juillet 2026. On se retrouve avant août, parce qu'on se retrouve pour, on a dit, une vidéo bilan de l'Odyssée.